Salut, allez, aujourd'hui on se plonge dans un chapitre absolument clé pour le bac STMG, le chômage et les politiques de l'emploi. On va décortiquer tout ça ensemble, tranquillement, pour que ce soit limpide. L'objectif, avoir toutes les cartes en main pour le jour J. C'est parti. Voilà notre programme. D'abord, on pose les fondations avec le marché du travail. Ensuite, on va voir précisément comment on définit et on mesure le chômage, c'est crucial. Après ça, on essaiera de comprendre pourquoi il y a du chômage. Et pour finir, on regardera ce que l'État peut faire pour y remédier. Logique, simple, efficace. Première étape donc, comprendre le terrain de jeu. Le marché du travail, c'est tout simple. C'est le lieu de rencontre entre ceux qui proposent leur travail et ceux qui en cherchent. Mais avant de se jeter sur les chiffres et les grandes politiques, une question simple mais essentielle. Le chômage, au fond, qu'est-ce que c'est? Bien comprendre les termes, c'est la base de tout. Alors là, attention, premier point super important, qui peut paraître un peu à l'envers. En économie, l'offre de travail, ce sont les individus, les salariés, qui proposent leurs compétences. Et la demande de travail, ça vient des entreprises qui cherchent à recruter. Faut bien retenir cette inversion, c'est un piège classique. Autre distinction à avoir absolument en tête, la population active et la population inactive. C'est simple, la population active, ce sont les gens qui ont un emploi et ceux qui en cherchent un, donc les chômeurs. Tous les autres, comme les étudiants ou les retraités, font partie de la population inactive. Et pour parler du chômage, on ne s'intéresse qu'à la population active. Bon, maintenant qu'on a le vocabulaire, on peut passer aux choses sérieuses. Comment on définit et on mesure le chômage de manière officielle? Là, on rentre dans le concret. Pour être compté comme chômeur dans les statistiques officielles, il ne suffit pas de ne pas avoir de travail. Non. Il y a une définition très précise qui vient du Bureau international du travail, le BIT, pour que tous les pays puissent se comparer. Et voici les fameux 3 critères. Le point essentiel, c'est qu'il faut cocher les 3 cases en même temps. Il faut être sans emploi, pas même une petite heure, il faut être disponible pour commencer un travail quasi immédiatement, et enfin, il faut avoir fait des démarches actives pour en trouver un. C'est la définition à connaître par cœur. Et à partir de là, on peut calculer le fameux taux de chômage. La formule est assez simple, on prend le nombre de personnes qui remplissent nos 3 critères et on divise ce nombre par la population active totale. Et voilà, on obtient ce pourcentage dont on entend parler tous les jours. Pour que ça parle un peu plus, concrètement, à la fin de l'année 2023 en France, ce taux était de 7,5%. Ça veut dire que sur 100 personnes actives, un peu plus de 7 étaient au chômage selon la définition du BIT. Bien sûr, ce taux n'est pas figé. Il évolue constamment en fonction de la santé de l'économie. On le voit bien sur cette frise. Il y a des pics lors des grandes crises économiques, comme après 2008, et puis des périodes de baisse quand l'activité repart. Mais attention, et ça c'est un point très intéressant à placer dans une copie, ce chiffre officiel ne dit pas tout. Il a des limites. Par exemple, il ne compte pas les personnes en sous-emploi, celles qui travaillent à temps partiel mais voudraient travailler plus, et il y a aussi ce qu'on appelle le halo du chômage, des gens découragés qui ne cherchent plus activement et qui du coup sortent des statistiques. Ok, on sait ce que c'est, on sait comment le mesurer, maintenant la question c'est, pourquoi y a-t-il du chômage? On va voir qu'il y a 2 grandes familles de causes. Voici la grande distinction à connaître. D'un côté, le chômage conjoncturel. C'est un peu comme un rhume, c'est lié à une mauvaise passe de l'économie et ça repart quand la croissance revient. De l'autre côté, il y a le chômage structurel. Là, c'est plus profond. C'est un problème durable, ancré dans l'économie, qui ne disparaît pas facilement, même quand l'activité est bonne. Et ce chômage structurel, il y a de problèmes de fond. La cause la plus connue, c'est l'inadéquation des compétences. En gros, les qualifications des demandeurs d'emploi ne collent pas avec ce que les entreprises recherchent. Ça peut aussi être lié au coût du travail qui peut freiner les embauches. Alors, face à tout ça, que peut faire l'État? C'est quoi sa boîte à outils pour lutter contre le chômage? C'est ce qu'on va voir maintenant. On distingue 2 types de politiques. D'abord les politiques actives, dont le but est de s'attaquer aux causes du chômage pour aider les gens à retrouver un travail. Et puis les politiques passives, qui visent plutôt à amortir le choc, à aider financièrement les personnes qui ont perdu leur emploi via l'indemnisation. Les politiques actives qui vont surtout cibler le chômage structurel, ça peut être plein de choses. De la formation pour mettre à jour les compétences, de l'accompagnement personnalisé avec France Travail, ou encore des aides financières directes pour les entreprises qui embauchent. Et pour lutter contre le chômage conjoncturel, celui qui est lié à un ralentissement, l'État a d'autres outils. Il peut par exemple relancer la demande en baissant les impôts ou en lançant de grands projets d'investissement. C'est ce qu'on appelle la relance budgétaire. Il y a aussi la relance monétaire qui consiste à baisser les taux d'intérêt pour que l'emprunt et l'investissement coûtent moins cher. Et tout ça, ça nous amène à une question finale. Une super question pour une ouverture en conclusion. Le plein emploi, c'est-à-dire un chômage proche de 0, est-ce que c'est encore un objectif réaliste? C'est le genre de question qui permet de montrer qu'on a bien compris toute la complexité du sujet.
Voilà, on a fait le tour. J'espère que tout est plus clair. Bon courage pour les révisions.